Hello très chers investisseurs, ici Julien Malingo et je suis très content de te retrouver aujourd'hui sur cette chaîne YouTube. On va parler des 4 erreurs à éviter lorsque tu veux faire des investissements immobiliers. Avant ça, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les dernières notifications des vidéos que je publie en direct live et à regarder les petits PDF qui sont en description de cette vidéo. Ça sera de grandes aides, j'en suis sûr, pour t'aider à investir, comment budgétiser les travaux, comment investir à distance, voilà, quelle est la meilleure stratégie. Moi, c'est des questions que je me posais à mes débuts et je pense que c'est vraiment une grande aide pour toi qui débute ou même qui a déjà de l'expérience. Et si tu veux aller encore plus rapidement sur des meilleurs résultats, je t'invite vraiment à regarder ce qui est écrit dans ces contenus. Donc aujourd'hui, on est là pour parler des 4 grandes erreurs que tu dois éviter lorsque tu veux faire des investissements immobiliers. La première est évidemment d'acheter des biens qui ne sont pas rentables. Et oui, évidemment, lorsque tu vas présenter la chose à ton banquier, si tu veux les enchaîner, il va te financer si tu perds de l'argent une première fois, puis une deuxième fois. Après, ça va être niet. Il va te dire non-stop, votre taux d'endettement fait que s'accroître, donc je ne peux pas vous suivre. Et si vous allez voir une autre banque, il va vous dire lui aussi, non monsieur, vous investissez pas d'une bonne façon. En fait, vos investissements vous coûtent de l'argent. Donc pour moi, c'est risqué et je ne crois pas à la réalité, au potentiel, à l'opportunité de vos projets. Par contre, si vous lui apportez des projets qui sont rentables, c'est-à-dire qui dégagent donc des bénéfices tous les mois, mais quand je dis bénéfices, c'est 300, 400, 500 euros une fois que vous avez annualisé toutes les charges, que vous les rapportez au mois. Voilà, vous savez vraiment que net, ça vous rapporte 300, 400, 500, 600 euros par mois. Là, évidemment, le banquier, lui, il vous verra d'un autre regard, il va dire, ah, ce garçon, il a peut-être compris quelque chose que moi, j'ai pas compris. Et donc, il verra que votre taux d'endettement, il fait que s'améliorer au final, avec le calcul en différentiel, etc. Donc, il vous financera. Donc, voilà, la première erreur, c'est de surtout ne pas acheter des Pinel, surtout ne pas acheter des biens. Le premier studio que vous allez louer à un étudiant, voilà, ça, c'est des erreurs à ne pas faire parce qu'au final, il faut que le loyer, ça vous rembourse la mensualité et toutes les charges, mais vraiment toutes les charges, même les impôts. Donc, ça, première erreur. Deuxième erreur, ça va être d'acheter un bien qui a déjà été rénové. Et oui, et là, qui c'est qui fait la bonne affaire? C'est certainement le vendeur parce qu'il est en train de vous revendre quelque chose avec une plus-value qui va vous revendre beaucoup plus cher que ce que ça lui a coûté en réalité. Donc voilà, vous, ce que vous cherchez, c'est des biens où il y a des travaux à faire, déjà pour payer moins d'impôts et surtout pour avoir moins de problèmes par la suite parce qu'il n'y a rien de pire que d'acheter un appartement qui a été révisé par un bricoleur ou qui est en pseudo bon état. Au final, quand vous y mettez les locataires dedans, c'est que des problèmes. Et donc tout ça, pour les éviter, il faut tout désosser, tout refaire par des professionnels et vous repartez pour 10, 15 années de tranquillité et pendant au moins de longues années aussi de non-imposition. Donc voilà, les travaux, c'est obligatoire, obligatoire pour ces deux aspects-là. Et du coup, ça m'amène à la troisième erreur, c'est de mal budgétiser ses travaux. Et oui, c'est beau de se dire qu'il y en a pour 20 000 ou 30 000 euros, ou même si vous avez des devis à 20, 30 ou X 1000 euros, il faut être sûr que les devis soient complets. Et là, rien de pire que de faire totalement confiance à l'artisan, parce qu'au final, si il n'a pas vu, il passe une visite, il va y passer 2-3 heures, lui aussi, il est humain, il peut faire des erreurs, et donc il est très dangereux de faire confiance à cette personne et se dire ok, j'ai un devis, je le prends et au final, s'il manque quelque chose, qui c'est qui va payer, qui c'est qui va rajouter parce qu'il faudra le faire, c'est vous. Donc là, il faut faire plusieurs devis, les comparer, vraiment comparer les lignes, avoir les détails de façon à être sûr d'oublier aucun poste, aucune tâche. Tout doit être complet parce que c'est pas vous qui allez le faire, on n'est pas assez professionnel, mais du coup, le meilleur moyen pour être sûr de ne rien oublier, c'est de comparer. Voilà, il faut vraiment comparer les plusieurs devis pour être sûr d'être exhaustif de la meilleure façon, première chose. Deuxième chose, ces devis, il faut les majorer parce que même si vous faites un bon travail de comparaison et que l'artisan a fait un bon travail de définition du travail à faire, au final, encore une fois, il n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. C'est de la rénovation, c'est pas du neuf, voilà. Donc, il faut majorer ces devis, 10, 20% si vous pouvez. Moi, je fais même le maximum que je peux pour rester dans la mensualité qui m'est acceptable pour avoir le cash flow que je souhaite. Voilà, donc je vais vraiment demander à mon artisan un deuxième devis, le devis est réel, et je vais lui demander un deuxième devis une fois que je l'ai sélectionné, cet artisan, pour qu'il me gonfle mon budget travaux et que j'emprunte le maximum d'argent, parce qu'au final, que vous empruntez 10 000 ou 15 000 euros de plus sur 20 ou 25 ans, sur la mensualité, c'est peanuts.
c'est cacahuètes. Donc au final, autant emprunter le maximum pour qu'en cas de mauvaise surprise, vous n'ayez pas à débourser de l'argent de votre poche ni du cash flow qui vous a été généré de par le différé ou quoi, parce que tout ça c'est acquis. Donc voilà, autant l'emprunter l'argent pour les travaux, et puis même si vous en avez trop, vous débrouillerez pour débloquer l'argent pour d'autres rénovation. Hein. Ça se fait aussi. Donc vraiment, majorer autant que possible les devis. Et la quatrième erreur, ça va être de faire un mauvais choix des locataires. Et là, effectivement, il y a plusieurs cas. Alors, ou vous donnez tout à gérer à une agence, mais ça, c'est très coûteux et pas forcément efficace. Donc, mais dans tous les cas, l'agence peut faire des erreurs, et moi ça m'est aussi arrivé, et heureusement j'avais des garanties loyers impayés, etc. Donc si vous avez un seul locataire, mettez bien les garanties loyers impayés, mettez bien les garanties visales. Après, si vous avez quand même si vous passez par une agence, vous avez un droit de regard sur les personnes. Donc il faut bien faire attention à qui vous mettez dedans. Si la personne est très longue à donner les documents, et que l'agence vous dit je suis désolé, ça n'arrive pas, ou si vous voyez qu'il ne vous les envoie pas directement, si vous le gérez en direct, ça va certainement dire que lorsqu'il y aura quelque chose lors de la gestion, il sera très long à répondre aussi, il sera très long à répondre au téléphone. Donc voilà, moi c'est des choses que je ne veux pas parce que je veux résoudre les problèmes rapidement. Et donc s'il est long à me donner les documents, ça peut vouloir dire ou au pire des cas qu'il est en train d'en faire défaut, ou simplement qu'il n'est pas réactif. Et on ne peut pas travailler comme ça parce qu'il faut vraiment voir la chose. Là, il faut se professionnaliser. On est en train d'organiser et des processus. Voilà, donc il faut que ce soit avec la meilleure volonté de tous les acteurs. Et donc, si il y a un acteur qui est lent, au final, c'est pénalisant pour tout le monde et stressant pour tout le monde. Donc, on ne veut pas ça. Autre élément à considérer, deuxième facteur dans ce choix des locataires, c'est que si vous savez, de par l'agence, ou si c'est votre prestataire, ou si c'est vous qui avez fait l'état des lieux, qu'il est pointilleux et qu'il est regardant sur le joint là, qui se décolle, ou la peinture là, ou la plainte qui est mal collée, tous ces petits trucs regardants, lors de l'état des lieux, ça veut certainement dire qu'il va être regardant après et très demandeur durant la gestion. Et donc là, aussi, c'est un peu plus énervant, un peu plus fatigant. Hein. Donc moi, s'il est trop regardant lors de l'état des lieux, j'aurais tendance à dire, je suis désolé, je vais favoriser le dossier de quelqu'un qui est moins regardant parce que je veux avoir moins de contraintes lors de la gestion. Et oui. Il y a aussi un autre élément financier à considérer. Nous, on a eu le cas, par exemple, de notre ancienne résidence principale qu'on voulait louer en colocation, donc 2 chambres, à Toulouse, 450 € la chambre. Et puis on reçoit une demande d'une mère de famille qui venait de se séparer avec un enfant, qui gagnait un peu plus que le SMIC. Donc nous aussi on a un enfant, etc. Donc évidemment on se met à sa place, on est humain, on a envie de l'aider, mais c'est très risqué de mettre ce profil de locataire avec un loyer si haut. Même si peut-être le père participe au loyer, c'est quand même très bancal comme situation. Donc voilà, il faut vraiment, là, si vous avez une agence, évidemment, je pense que normalement elle fait son boulot, elle va pas vous présenter ce type de profil-là, mais si vous êtes en direct, comme moi je peux être en direct avec mes prestataires qui font les visites sur place, mais moi je fais la sélection avant, humainement, ce genre de personnes, même si je voudrais les aider, je peux pas prendre le risque de me retrouver après en défaut de paiement. Voilà, donc là, typiquement, c'est des situations où ça nous fait un peu mal au cœur et il faut dire non. Donc voilà, il faut vraiment bien choisir le profil de locataire que vous allez mettre à l'intérieur. Et une dernière petit conseil là-dessus, c'est ne soyez pas forcément trop amical. Il faut, mine de rien, rester dans leur relation propriétaire-locataire, peut-être les vous voyez, même si c'est très difficile, ils sont jeunes, ils ont notre âge, surtout si on fait des colocations, ou alors peut-être la location de courte durée, ça c'est un peu différent, mais des colocataires, on est humain, on s'entend bien, donc au final, la relation de proximité se fait. Et là, ça devient un peu plus problématique parce qu'ils vont se sentir beaucoup plus à l'aise pour vous appeler le samedi soir ou à 20h le soir en semaine. Voilà, chose qu'ils ne feraient pas forcément avec une agence. Et donc là, sur le long terme, ça c'est un peu pénalisant quand même. Donc voilà, il faut quand même pas rentrer trop dans la zone de proximité de ces locataires. Il faut rester assez distant et se protéger et protéger votre famille parce que sinon au final petit à petit vous allez être mangé et c'est des choses qu'on veut éviter.
Voilà les quatre erreurs que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc faire le mauvais investissement, acheter des biens sans travaux, mal budgétiser les travaux et mal choisir les locataires ou les colocataires. J'espère que ça vous a plu. Si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça m'intéresse de savoir et d'échanger sur le sujet. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, tchuss.